Et c'est parti. Alors, mais bientôt les cloches appelèrent les bonnes gens à l'église ou à la chapelle. Ils sortirent par troupes pour s'y rendre, remplissant les rues, dans les plus beaux habits avec les plus joyeux visages. Au même moment, d'une quantité de petites rues latérales, de passages ou de cours sans nom, s'élancèrent une multitude innombrable de personnes, portant leur dîner chez le boulanger pour le mettre au four. La vue de ces pauvres gens chargés de leur gala parut beaucoup intéresser l'esprit, car il se tint, avec Scrooge à ses côtés, sur le seuil d'une boulangerie, et soulevant le couvercle des plats à mesure qu'ils passaient, il arrosait d'encens leur dîner avec sa torche. C'était en vérité une torche fort extraordinaire que la sienne, car une fois ou deux, quelques porteurs de dîner s'étant adressés des paroles de colère pour s'être heurtés un peu rudement dans leurs empressements, il en fit tomber sur eux quelques gouttes d'eau. Et aussitôt ces hommes reprirent toute leur bonne humeur, s'écriant que c'était une honte de se quereller un jour de Noël. Et rien de plus vrai, mon Dieu, rien de plus vrai. Peu à peu les cloches se turent, les boutiques et de boulangers se fermèrent, mais il y avait comme un avant-goût réjouissant de tous ces dîners et des progrès de leur cuisson dans la vapeur humide qui dégelait dans l'air au-dessus de chaque four, dont le carreau fumait comme s'il cuisait avec des plats. Y a-t-il donc une saveur particulière dans ces gouttes que vous faites tomber de votre torche en la secouant ? Demanda Scrooge. Certainement, il y a ma saveur à moi. Est-ce qu'elle peut se communiquer à toute espèce de dîner aujourd'hui ? Demanda Scrooge. À tout dîner offert cordialement et surtout aux plus pauvres. Pourquoi aux plus pauvres ? Parce que ce sont ceux qui en ont le plus besoin. Esprit, dit Scrooge après un instant de réflexion. Je m'étonne alors que parmi tous ces êtres qui remplissent les mondes situés autour de nous, des esprits comme vous se soient chargés d'une commission aussi peu charitable, celle de priver ces pauvres gens des occasions qui s'offrent à eux de prendre un plaisir innocent. Moi ? S'écria l'esprit. Oui, puisque vous les privez du moyen de dîner tous les 8 jours, et cela, le seul jour souvent où l'on puisse dire qu'ils dînent, continua Scrooge, n'est-ce pas vrai ? Moi, s'écria l'esprit. Certainement, n'est-ce pas vous qui cherchez à faire fermer ces fours le jour du sabbat, n'est-ce pas ? Et cela ne revient-il pas au même ? Moi, je cherche cela ? S'écria l'esprit. Pardonnez-moi si je me trompe. Cela se fait en votre nom, ou du moins au nom de votre famille. Il y a, répondit l'esprit, sur cette terre où vous habitez, des hommes qui ont la prétention de nous connaître, et qui, sous notre nom, ne font que servir leurs passions coupables, l'orgueil, la méchanceté, la haine, l'envie, la bigoterie et l'égoïsme. Mais ils sont aussi étrangers à nous et à toute notre famille que s'ils n'avaient jamais vu le jour. Rappelez-vous cela, et une autre fois rendez-les responsables de leurs actes, mais non pas nous. Scrooge le lui promit. Alors ils se transportèrent, invisibles comme ils avaient été jusque-là, dans les faubourgs de la ville. Une faculté remarquable du spectre, Scrooge l'avait observé déjà chez le boulanger, était de pouvoir, nonobstant sa taille gigantesque, s'arranger de toute place sans être gêné, en sorte que, sous le toit le plus bas, il conservait la même grâce, la même majesté surnaturelle qu'il eût pu le faire sous la voûte la plus élevée d'un palais. Peut-être était-ce le plaisir qu'éprouvait le bon esprit à faire montre de cette faculté singulière, ou bien encore la tendance de sa nature bienveillante, généreuse, cordiale et sa sympathie pour les pauvres, qui le conduisait tout droit chez le commis de Scrooge. C'est là en effet qu'il porta ses pas, emmenant avec lui Scrooge, toujours cramponné à sa robe. Sur le seuil de la porte, l'esprit sourit et s'arrêta pour bénir, en l'aspergeant de sa torche, la demeure de Bob Cratchit. Voyez, Bob n'avait lui-même que 15 bobs par semaine. Chaque samedi, il n'empochait que 15 exemplaires de son nom de baptême. Et pourtant, le fantôme de Noël présent n'en bénit pas moins sa petite maison composée de 4 chambres. Alors se leva Mistress Cratchit, la femme de Cratchit, pauvrement vêtue d'une robe retournée, mais en revanche toute parée de rubans à bon marché. De ces rubans qui produisent, ma foi, un joli effet pour la bagatelle de 12 sous. Elle mettait le couvert aidée de Belinda Cratchit, la seconde de ses filles, tout aussi enrubannée que sa mère, tandis que maître Pierre Cratchit plongeait une fourchette dans la marmite remplie de pommes de terre et ramenait jusque dans sa bouche les coins de son monstrueux col de chemise. Pas précisément son col de chemise, car c'était celle de son père, mais Bob l'avait prêté ce jour-là, en l'honneur de Noël, à son héritier présomptif, lequel, heureux de se voir si bien attifé,
brûlait d'aller montrer son linge dans les parcs fashionable. Et puis 2 autres petits Cratchit, garçons et filles, se précipitèrent dans la chambre, s'écriant qu'ils venaient de flairer l'oie devant la boutique du boulanger et qu'ils l'avaient bien reconnu pour la leur. Ivres d'avance par la pensée d'une bonne sauce à la sauge et à l'oignon, les petits gourmands se mirent à danser de joie autour de la table et portèrent au nu maître Pierre Cratchit, le cuisinier du jour, tandis que ce dernier, pas du tout fier quoique son col de chemise fût si copieux qu'il menaçait de l'étouffer, soufflait le feu, tant et si bien que les pommes de terre en retard rattrapèrent le temps perdu et vinrent taper en bouillant au couvercle de la casserole pour avertir qu'elles étaient bonnes à retirer et à peler. « Qu'est-ce qui peut donc retenir votre excellent père » dit Mistress Cratchit. « Et votre frère, Tiny Tim, et Martha. Au dernier Noël, elle était déjà arrivée depuis une demi-heure. »« La voici, Martha, mère » s'écriait une jeune fille qui parut en même temps. « Voici Martha, mère » répétèrent les 2 petits Cratchit. « Hurrah! Si vous saviez comme il y a une belle oie, Martha. »« Ah, cher enfant, que le bon Dieu vous bénisse. Comme vous venez tard, » dit Mistress Cratchit, l'embrassant d'une 12aine de fois et la débarrassant de son châle et de son chapeau avec une tendresse empressée. « C'est que nous avions beaucoup d'ouvrages à terminer hier soir, ma mère, » répondit la jeune fille, et ce matin, il a fallu le livrer. « Bien, bien, n'y pensons plus, puisque vous voilà, » dit Mistress Cratchit. « Allons, asseyez-vous près du feu et chauffez-vous, ma chère enfant. »« Non, non, voici papa qui vient, » crièrent les 2 petits Cratchit qu'on voyait partout en même temps. « Cache-toi, Martha, cache-toi » Et Martha se cacha. Puis entra le petit Bob, le père de Bob, avec son cache-nez pendant de 3 pieds au moins devant lui, sans compter la frange. Ses habits usés jusqu'à la corde étaient raccommodés et brossés soigneusement pour leur donner un air de fête. Bob portait Tiny Tim sur son épaule. Hélas, le pauvre Tiny Tim, il avait une petite béquille et une mécanique en fer pour soutenir ses jambes. « Eh bien, où est notre Martha ?» s'écria Bob Cratchit en jetant les yeux tout autour de lui. « Elle ne vient pas !» répondit Mistress Cratchit. « Elle ne vient pas ?» dit Bob, frappé d'un abattement soudain et perdant en un clin d'œil tout cet élan de gaieté avec lequel il avait porté Tiny Tim depuis l'église, toujours courant comme son dada à un vrai cheval de course. « Elle ne vient pas. Un jour de Noël. » Martha ne put supporter de le voir ainsi contrarié, même pour rire. Aussi n'attendit-elle pas plus longtemps pour sortir de sa cachette derrière la porte du cabinet et courut-elle se jeter dans ses bras, tandis que les 2 petits Cratchit s'emparèrent de Tiny Tim et le portèrent dans la buanderie afin qu'il pût entendre le pudding chanter dans la casserole. « Et comment s'est comporté le petit Tiny Tim » demanda Mistress Cratchit après qu'elle eut raillé Bob de sa crédulité et que Bob eut embrassé sa fille tout à son aise. « Comme un vrai bijou, » dit Bob, et mieux encore. Obligé qu'il est de demeurer si longtemps assis tout seul, il devient réfléchi, et on ne saurait croire toutes les idées qui lui passent par la tête. Il me disait, en revenant, qu'il espérait avoir été remarqué dans l'église par les fidèles, parce qu'il est estropié, et que les chrétiens doivent aimer, surtout un jour de Noël, à se rappeler celui qui a fait marcher les boiteux et voir les aveugles. La voix de Bob tremblait en répétant ces mots. Elle trembla plus encore quand il ajouta que Tiny Tim devenait chaque jour plus fort et plus vigoureux. On entendit retentir le plancher, son active petite béquille, et à l'instant Tiny Tim en rentra, escorté par le petit frère et la petite sœur jusqu'à son tabouret près du feu. Alors Bob, retroussant ses manches par économie, comme si le pauvre garçon, elle pouvait s'user davantage, prit du genièvre et du citron, et en composa dans un bol une sorte de boisson chaude, qu'il fit mijoter sur la plaque après l'avoir agité dans tous les sens. Pendant ce temps, Maître Pierre et les 2 petits Cratchit, qu'on était sûr de trouver partout, allèrent chercher l'oie, qu'ils rapportèrent bientôt en procession triomphale. À voir le tumulte causé par cette apparition, on aurait dit qu'une oie est le plus rare de tous les volatiles, un phénomène emplumé auprès duquel un signe noir serait un lieu commun. Et en vérité, une oie était bien en effet une de ces 7 merveilles dans cette pauvre maison. Mistress Cratchit fit bouillir le jus, préparé d'avance dans une petite casserole. Maître Pierre écrasa les pommes de terre avec une vigueur incroyable. Miss Belinda sucra la sauce aux pommes. Martha essuya les assiettes chaudes. Bob fit asseoir Tiny Tim près de lui à l'un des coins de la table. Les 2 plus petits Cratchit placèrent des chaises pour tout le monde, sans s'oublier eux-mêmes, et une fois en faction à leur poste,
fourrèrent leur cuillère dans leur bouche pour ne point céder à la tentation de demander de l'eau avant que vint leur tour d'être servis. Enfin, les plats furent mis sur la table et l'on dit le bénédicité, suivi d'un moment de silence général, lorsque Mistress Cratchit, promenant lentement son regard le long du couteau à découper, se prépara à le plonger dans les flancs de la bête, mais à peine l'eut-elle fait, à peine la farce si longtemps attendue se fut-elle précipitée par cette ouverture, qu'un murmure de bonheur éclata tout autour de la table et Tiny Tim lui-même, excité par les deux petits Cratchit, frappa sur la table avec le manche de son couteau et cria d'une voix faible « Hurrah !» Jamais on ne vit voix pareille. Bob dit qu'il ne croyait pas qu'on eût jamais fait cuire une semblable. Sa tendreté, sa saveur, sa grosseur, son bon marché furent le texte commenté par l'admiration universelle. Avec la sauce aux pommes et la purée de pommes de terre, elle suffit amplement pour le dîner de toute la famille. En vérité, dit Mistress Cratchit, apercevant un petit atome d'os resté sur un plat, on n'a pas seulement pu manger tout. Et pourtant, tout le monde en avait eu la bouche, que veux-tu ? Et les deux petits Cratchit, en particulier, étaient barbouillés jusqu'aux yeux de sauce à la sauge et à l'oignon. Mais alors, les assiettes ayant été changées par Miss Belinda, Mistress Cratchit sortit seule, trop émue pour supporter la présence de témoins, afin d'aller chercher le pudding et de l'apporter sur la table. Supposez qu'il soit manqué, supposez qu'il se brise quand on le retourna, supposez que quelqu'un ait sauté par-dessus le mur de l'arrière-cour et l'ait volé pendant qu'on se régalait de l'oie. À cette supposition, les deux petits Cratchit devinrent blêmes. Il n'y avait pas d'horreur dont on ne fit la supposition. Oh, oh, quelle vapeur épaisse, le pudding était tiré du chaudron. Quelle bonne odeur de lessive, c'était le linge qui l'enveloppait. Quel mélange d'odeurs appétissantes qui rappelle le restaurateur, le pâtissier de la maison d'à côté et la blanchisseuse, sa voisine. C'était le pudding. Après une demi-minute à peine d'absence, Mistress Cratchit rentrait, le visage animé, mais souriante et toute glorieuse avec le pudding, semblable à un boulet de canon tacheté, si dur, si ferme, nageant au milieu d'un quart de pinte d'eau de vie enflammée et surmontée de la branche de houx consacrée à Noël. Oh, quel merveilleux pudding! Bob Cratchit déclara, et cela d'un ton calme et sérieux, qu'il le regardait comme le chef-d'œuvre de Mistress Cratchit depuis leur mariage. Mistress Cratchit répondit qu'à présent, qu'elle n'avait plus ce poids sur le cœur, elle l'avouerait qu'elle avait eu quelques doutes sur la quantité de farine. Chacun eut quelque chose à en dire, mais personne ne s'avisa de dire, s'il le pensa, que c'était un bien petit pudding pour une aussi nombreuse famille. Franchement, c'eût été bien vilain de le penser ou de le dire. Il n'y a pas de Cratchit qui n'en eût rougi de honte. Enfin, le dîner achevé, on enleva la nappe. Un coup de balai fut donné au foyer et le feu ravivé. Le grog fabriqué par Bob, ayant été goûté et trouvé parfait, on mit des pommes et des oranges sur la table, et une grosse poignée de marrons sous les cendres. Alors toute la famille se rangea autour du foyer en cercle. Comme disait Bob Cratchit, il voulait dire en demi-cercle. On mit près de Bob tous les cristaux de la famille, savoir 2 verres à boire, un petit verre à servir la crème dont l'anse était cassée. Qu'est-ce que cela fait ? Il n'en contenait pas moins la liqueur bouillante, puisée dans le bol tout aussi bien que des gobelets d'or auraient pu le faire, et Bob la servit avec les yeux rayonnants de joie, tandis que les marrons se fendaient avec fracas et pétillaient sous la cendre. Alors Bob proposa ce toast. Un joyeux Noël pour nous tous, mes amis. Que Dieu nous bénisse. La famille entière fit écho. Que Dieu bénisse chacun de nous, dit Tiny Tim, le dernier de tous. Il était assis très près de son père, sur un tabouret. Bob tenait sa petite main flétrie dans la sienne, comme s'il eût voulu lui donner une marque plus particulière de sa tendresse, et le gardait à ses côtés, de peur qu'on ne vînt le lui enlever. Esprit, dit Scrooge, avec un intérêt qu'il n'avait jamais éprouvé auparavant. Dites-moi si Tiny Tim vivra. Je vois une place vacante au coin du pauvre foyer, répondit le spectre, et une béquille sans propriétaire qu'on garde soigneusement. Si mon successeur ne change rien à ces images, l'enfant mourra. Non, non, dit Scrooge. Oh non, non, bon esprit, dites qu'il sera épargné. Si mon successeur ne change rien à ces images, qui sont l'avenir, reprit le fantôme, aucun d'autre de ma race ne le trouvera ici. Eh bien, après, s'il meurt, il diminuera le superflu de la population. Scrooge baissa la tête lorsqu'il entendit l'esprit répéter ses propres paroles, et il se sentit pénétré de douleur et de repentir. « Homme, dit le spectre, si vous avez un cœur d'homme et non de pierre,
Cessez d'employer ce jargon odieux jusqu'à ce que vous ayez appris ce que c'est que ce superflu et où il se trouve. Voulez-vous donc décider quel homme doit vivre, quel homme doit mourir? Il se peut qu'aux yeux de Dieu, vous soyez moins indigne de vivre que des millions de créatures semblables à l'enfant de ce pauvre homme. Grand Dieu, entendre l'insecte sur la feuille déclarer qu'il y a trop d'insectes vivant parmi ses frères affamés dans la poussière. Scrooge s'humilia devant la réprimande de l'esprit, et tout tremblant abaissa ses regards vers la terre, mais il les releva bientôt en entendant prononcer son nom. « À Monsieur Scrooge, disait Bob, je veux vous proposer la santé de Monsieur Scrooge, le patron de notre petit gala. »« Un beau patron, ma foi, s'écria Mistress Cratchit, rouge d'émotion. Je voudrais le tenir ici, je lui en servirai un gala de ma façon, et il faudrait qu'il eût bon appétit pour s'en régaler. »« Ma chère, reprit Bob, les enfants, le jour de Noël. »« Il faut en effet que ce soit le jour de Noël, continua-t-elle, pour qu'on boive à la santé d'un homme aussi odieux, aussi avare, aussi dur et aussi insensible que Monsieur Scrooge. Vous savez qu'il est tout cela, Robert. Personne ne le sait mieux que vous, pauvre ami. »« Ma chère, répondit Bob doucement, le jour de Noël. »« Je boirai à sa santé pour l'amour de vous et en l'honneur de ce jour, dit Mistress Cratchit, mais non pour lui. Je lui souhaite donc une longue vie, joyeux Noël et heureuse année. Voilà-t-il pas de quoi le rendre bien heureux et bien joyeux, j'en doute. » Les enfants burent à la santé de Monsieur Scrooge après leur mère. C'était la première chose qu'ils ne fissent pas ce jour-là de bon cœur. Tiny Tim but le dernier, mais il aurait bien donné son toast pour 2 sous. Scrooge était l'ogre de la famille. La mention de son nom jeta sur cette petite fête un nuage sombre qui ne se dissipa complètement qu'après 5 grandes minutes. Ce temps écoulé, ils furent 10 fois plus gais qu'avant, dès qu'on eut entièrement fini avec cet épouvantail de Scrooge. Bob Cratchit leur apprit qu'il l'avait vu pour Master Pierre une place qui lui rapporterait, en cas de réussite, 5 shillings, 6 pence par semaine. Les 2 petits Cratchit rirent comme des fous en pensant que Pierre allait entrer dans les affaires, et Pierre lui-même regarda le feu d'un air pensif, entre les 2 pointes de son col, comme s'il se consultait déjà pour savoir quelle sorte de placement il honorerait de son choix quand il serait en possession de ce revenu embarrassant. Martha, pauvre apprentie chez une marchande de mode, raconta alors qu'à l'espèce d'ouvrage elle avait à faire, combien d'heures elle travaillait sans s'arrêter, et se réjouit d'avance à la pensée qu'elle pourrait demeurer fort tard au lit le lendemain matin, jour de repos, passé à la maison. Elle ajouta qu'elle avait vu, peu de jours auparavant, une comtesse et un lord, et que le lord était bien à peu près de la taille de Pierre, sur quoi Pierre tira si haut son col de chemise que vous n'auriez pu apercevoir sa tête si vous aviez été là. Pendant tout ce temps, les marrons et le pot au grog circulaient à la ronde. Puis, Tiny Tim se mit à chanter une ballade sur un enfant égaré au milieu des neiges. Tiny Tim avait une petite voix plaintive et chanta sa romance à merveille, ma foi. Il n'y avait rien dans tout cela de bien aristocratique. Ce n'était pas une belle famille, ils n'étaient pas bien vêtus, ni les uns ni les autres. Leurs souliers étaient loin d'être imperméables, leurs habits n'étaient pas cossus. Pierre pouvait bien même avoir fait la connaissance, j'en mettrai ma main en feu, avec la boutique de quelques fripiers. Cependant, ils étaient heureux, reconnaissants, charmés les uns des autres et contents de leur sort. Et au moment où Scrooge les quitta, ils semblaient de plus en plus heureux encore à la lueur des étincelles que la torche de l'esprit répandait sur eux. Aussi les suivit-il du regard, et en particulier Tiny Tim, sur lequel il tint l'œil fixé jusqu'au bout. Cependant la nuit était venue, sombre et noire, la neige tombait à gros flocons, et tandis que Scrooge parcourait les rues avec l'esprit, l'éclat des feux pétillait dans les cuisines, dans les salons, partout, avec un effet merveilleux. Ici, la flamme vacillante laissait voir les préparatifs d'un bon petit dîner de famille, avec les assiettes qui chauffaient devant le feu, et des rideaux épais, d'un rouge foncé, qu'on allait tirer bientôt pour empêcher le froid et l'obscurité de la rue. Là, tous les enfants de la maison s'élançaient dehors dans la neige au-devant de leurs sœurs mariées, de leurs frères, de leurs cousins, de leurs oncles, de leurs tantes, pour être les premiers à dire bonjour. Ailleurs, les silhouettes des convives se dessinaient sur les stores. Un groupe de belles jeunes filles encapuchonnées, chaussées de souliers fourrés et causant tout à la fois se rendaient d'un pied léger chez quelques voisins. Malheur alors aux célibataires, des rusées magiciennes, elles le savaient bien. Qui les y verrait faire leur entrée avec leur teint vermeil, animés par le froid.
À en juger par le nombre de ceux qu'ils rencontraient sur leur route, se rendant à d'amicales réunions, vous auriez pu croire qu'il ne restait plus personne dans les maisons pour leur donner la bienvenue à leur arrivée, quoique ce fût tout le contraire. Pas une maison où l'on entendit compagnie, pas une cheminée où l'on eût empilé le charbon jusqu'à la gorge. Aussi, Dieu du ciel, comme l'esprit était ravi d'aise, comme il découvrait sa large poitrine, comme il ouvrait sa vaste main, comme il planait au-dessus de cette foule, déversant avec générosité sa joie vive et innocente sur tout ce qui se trouvait à sa portée. Il n'y eut pas jusqu'à l'allumeur de réverbère qui, dans sa course devant lui, marquant de points lumineux les rues ténébreuses, tout habillé déjà pour aller passer sa soirée quelque part, se mit à rire aux éclats lorsque l'esprit passa près de lui. Bien qu'il ne le sût pas, le brave homme qui eut en ce moment pour compagnie Noël en personne. Tout à coup, sans que le spectre eût dit un seul mot pour préparer son compagnon à ce brusque changement, ils se trouvèrent au milieu d'un marais triste, désert parsemé de monstrueux tas de pierres brutes, comme si c'eût été un cimetière géant. L'eau s'y répandait partout où elle voulait. Elle n'avait pas d'autre obstacle que la gelée qui la retenait prisonnière. Il ne venait rien en ce triste lieu, si ce n'est de la mousse, des genêts et une herbe chétive et rude. À l'horizon, du côté de l'ouest, le soleil couchant avait laissé une traînée de feu, d'un rouge ardent, qui illumina un instant ce paysage désolé, comme le regard étincelant d'un œil sombre, dont les paupières s'abaissant peu à peu, jusqu'à ce qu'elles se ferment tout à fait, finirent par se perdre complètement dans l'obscurité d'une nuit épaisse. « Où sommes-nous » demanda Scrooge. « Nous sommes où vivent les mineurs, ceux qui travaillent dans les entrailles de la terre, » répondit l'esprit. « Mais ils me connaissent, regardez. » Une lumière brilla à la fenêtre d'une pauvre hutte, et ils se dirigèrent rapidement de ce côté. Passant à travers le mur de pierre et de boue, ils trouvèrent une joyeuse compagnie assemblée autour d'un feu splendide. Un vieux bonhomme et sa femme, leurs enfants, leurs petits-enfants, et une autre génération encore, étaient tous là réunis, vêtus de leurs habits de fête. Le vieillard, d'une voix qui s'élevait rarement au-dessus des sifflements aigus du vent sur la lande déserte, leur chantait un Noël, déjà fort ancien lorsqu'il n'était lui-même qu'un tout petit enfant. De temps en temps, ils reprenaient tous ensemble le refrain. Chaque fois qu'il chantait, le vieillard sentait redoubler sa vigueur et sa verve. Mais chaque fois, dès qu'il se taisait, il retombait dans sa première faiblesse. L'esprit ne s'arrêtait pas en cet endroit, mais ordonna à Scrooge de saisir fortement sa robe et le transporta, en passant au-dessus du marais ou... pas à la mer sans doute. Si, vraiment, à la mer. Scrooge tourna la tête, vit avec horreur, bien loin derrière eux, la dernière langue de terre, une rangée de rochers affreux. Ses oreilles furent assourdies par le bruit des flots qui tourbillonnaient, mugissaient avec le fracas du tonnerre et venaient se briser au sein des épouvantables cavernes qu'ils avaient creusées, comme si, dans les accès de sa rage, la mer eût essayé de miner la terre. Bâti sur le triste récif d'un rocher à fleur de peau, à quelques lieues du rivage, et battu par les eaux tout le long de l'année avec un acharnement furieux, se dressait un phare solitaire. D'énormes tas de plantes marines s'accumulaient à sa base, et les oiseaux des tempêtes engendrés par les vents, peut-être comme les algues par les eaux, voltigeaient alentour, s'élevant et s'abaissant tour à tour, comme les vagues qu'ils affleuraient dans leur vol. Mais même en ce lieu, deux hommes chargés de la garde du phare avaient allumé un feu qui jetait un rayon de clarté sur l'épouvantable mer. À travers l'ouverture, pratiquée dans l'épaisse muraille, joignant leurs mains calleuses par-dessus la table grossière devant laquelle ils s'étaient assis, ils se souhaitaient l'un à l'autre un joyeux Noël, en buvant leur grog. Et le plus âgé des deux, dont le visage avait racorni et couturé par les intempéries de l'air, comme une de ces figures sculptées à la proue d'un vieux bâtiment, entonna de sa voix rauque un chant sauvage qu'on aurait pu prendre lui-même pour un coup de vent pendant l'orage. Le spectre allait toujours au-dessus de la mer sombre et houleuse, toujours, jusqu'à ce que dans son vol rapide, bien loin de la terre et de tout rivage, comme il l'apprit à Scrooge, ils s'abattirent sur un vaisseau et se placèrent tantôt près du timonier à la roue du gouvernail, tantôt à la vigie sur l'avant, ou à côté des officiers de quart visitant ces sombres et fantastiques figures dans les différents postes où ils montaient leurs factions. Mais chacun de ces hommes fredonnait un chant de Noël, ou pensait à Noël, ou rappelait à voix basse à son compagnon
Quelques Noëls passés, avec les espérances qui s'y rattachent d'un retour heureux au sein de la famille. Tous, à bord, éveillés ou endormis, bons ou méchants, avaient échangé les uns avec les autres ce matin-là une parole plus bienveillante aucun autre jour de l'année. Tous avaient pris une part plus ou moins grande à ces joies. Ils s'étaient tous souvenus de leurs parents ou de leurs amis absents, comme ils avaient espéré à tout, et comme ils avaient espéré tous qu'à leur tour, ceux qui leur étaient chers éprouvaient dans le même moment le même plaisir à penser à eux. Ce fut une grande surprise pour Scrooge, tandis qu'il prêtait l'oreille au gémissement plaintif du vent, et qu'il songeait à ce qu'avait de solennel un semblable voyage au milieu des ténèbres, par-dessus les abîmes inconnus dans les profondeurs, étaient des secrets aussi impénétrables que la mort. Ce fut une grande surprise pour Scrooge, ainsi plongé dans ses réalisations, d'entendre un rire joyeux. Mais sa surprise devint bien plus grande encore quand il reconnut que cet éclat de rire avait été poussé par son neveu, et il se vit lui-même dans une chambre parfaitement éclairée, chaude, brillante de propreté, avec l'esprit à ses côtés, souriant et jetant sur ce même neveu des regards pleins de douceur et de complaisance. « Ha 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 !» faisait le neveu de Scrooge. « Ha 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 ! S'il vous arrivait par un hasard peu probable de rencontrer un homme qui sut rire de meilleur cœur que le neveu de Scrooge, tout ce que je puis vous dire, c'est que j'aimerais aussi à faire sa connaissance. Faites-moi le plaisir de me le présenter, et je cultiverai sa société. » Par une heureuse, juste et noble compensation des choses d'ici-bas, si la maladie et le chagrin sont contagieux, il n'y a rien qui le soit plus irrésistiblement aussi que le rire et la bonne humeur. Pendant que le neveu de Scrooge riait de cette manière, se tenant les côtes et faisant faire à son visage des contorsions les plus extravagantes, la nièce de Scrooge, sa nièce par alliance, riait d'aussi bon cœur que lui. Leurs amis réunis chez eux n'étaient pas le moins du monde en arrière et riaient également à gorge déployée. Ha 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 ha. Oui, ma parole d'honneur, il m'a dit, s'écriait le neveu de Scrooge, que Noël était une sottise, et il le pensait. Ce n'en est que plus honteux pour lui, Fred, dit la nièce de Scrooge avec indignation, car parlez-moi des femmes. Elles ne font jamais rien à demi, elles prennent tout au sérieux. La nièce de Scrooge était jolie, excessivement jolie, avec un charmant visage et un air naïf, candide, une ravissante petite bouche qui semblait faite pour être baisée, et elle l'était, sans aucun doute. Sur le menton, quantité de petites fossettes qui se fondaient l'une dans l'autre lorsqu'elle riait, et les des yeux des plus vifs, les plus pétillants que vous ayez jamais vu illuminer la tête d'une jeune fille. En un mot, sa beauté avait quelque chose de provoquant peut-être, mais on voyait bien aussi qu'elle était prête à donner satisfaction. Oh, mais satisfaction complète. C'est un drôle de corps, le vieux bonhomme, dit le neveu de Scrooge. C'est vrai, il pourrait être plus agréable, mais ses défauts portent avec eux leur propre châtiment, et je n'ai rien à dire contre lui. Je crois qu'il est très riche, Fred, poursuivit la nièce de Scrooge. Au moins, vous me l'avez toujours dit. Qu'importe sa richesse, ma chère amie, reprit son mari. Elle ne lui est d'aucune utilité, il ne s'en sert pour faire du bien à personne, même pas à lui. Il n'a pas seulement la satisfaction de penser que c'est nous qui l'en fera profiter bientôt. Tenez, je ne peux pas le souffrir, continua sa nièce. Les sœurs de la nièce de Scrooge et toutes les autres dames présentes exprimèrent la même opinion. Oh, bien, moi, dit le neveu, je suis plus tolérant que vous. J'en suis seulement peiné pour lui, et jamais je ne pourrais lui en vouloir quand même j'en aurais envie. Car enfin, qui souffre de ses boutades et de sa mauvaise humeur? Lui seul. Ce que j'en dis, ce n'est pas parce qu'il s'est mis en tête de ne pas nous aimer, assez pour venir dîner avec nous, car après tout, il n'a perdu qu'un méchant dîner. Vraiment? Eh bien, je pense moi qu'il perd un fort bon dîner, dit sa petite femme, l'interrompant. Tous les convives furent du même avis, et on doit reconnaître qu'ils étaient juges compétents en cette matière, puisqu'ils venaient justement de le manger. Dans ce moment, le dessert était encore sur la table, et ils se pressaient autour du feu à la lueur de la lampe. « Ma foi, je suis enchanté de l'apprendre, reprit le neveu de Scrooge, parce que je n'ai pas grande confiance dans le talent de ces jeunes ménagères. Qu'en dites-vous, Topper ?» Topper était évidemment jeté les yeux sur une des sœurs de la nièce de Scrooge, qu'elle répondit qu'un célibataire était un misérable paria qui n'avait pas le droit d'exprimer une opinion sur ce sujet. Et là-dessus, la sœur de la nièce de Scrooge, la petite femme rondelette que vous voyez là-bas avec un fichu de dentelle,
Pas celle qui porte à la main un bouquet de roses, se mit à rougir. Continuez donc ce que vous alliez nous dire, Fred, dit la petite femme en frappant des mains. Il n'achève jamais ce qu'il a commencé. Que c'est donc ridicule. Le neveu de Scrooge s'abandonna bruyamment à un nouvel accès d'hilarité. Comme il était impossible de se préserver de la contagion, quoique la petite sœur Potelé essayait apparemment de le faire en respirant fort ce vinaigre aromatique, tout le monde, sans exception, suivit son exemple. J'allais ajouter seulement, dit le neveu de Scrooge, qu'en nous faisant mauvais visage et en refusant de venir se réjouir avec nous, il perd quelques moments de plaisir qui ne lui auraient pas fait de mal. À coup sûr, il se prive d'une compagnie plus agréable qu'il ne saurait en trouver dans ses propres pensées, dans son vieux comptoir humide ou au milieu de ses chambres poudreuses. Cela n'empêche pas que je compte bien lui offrir chaque année la même chance, que cela lui plaise ou non, car j'ai pitié de lui. Libre à lui de se moquer de Noël jusqu'à sa mort, mais il ne pourra pas s'empêcher d'en avoir meilleure opinion, j'en suis sûre, lorsqu'il me verra venir tous les ans, toujours de bonne humeur, lui dire « Oncle Scrooge, comment vous portez-vous » Si cela pouvait seulement lui donner l'idée de laisser 1200 francs à son pauvre commis, ce serait déjà quelque chose. Je ne sais pas, mais pourtant je crois bien l'avoir ébranlé hier. Ce fut à leur tour de rire maintenant à l'idée présomptueuse qu'il eût pu ébranler Scrooge, mais comme il avait un excellent caractère, et qu'il ne s'inquiétait guère de savoir pourquoi on riait, pourvu que l'on rit, il les encouragea dans leur gaieté, en faisant circuler joyeusement la bouteille. Après le thé, on fit un peu de musique, car c'était une famille de musiciens qui s'entendaient à merveille, je vous assure, à chanter des ariettes et des ritournelles, surtout Topper, qui savait faire gronder sa basse comme un artiste consommé, sans avoir besoin de gonfler les larges veines de son front, ni de devenir tout rouge comme une écrevisse. La nièce de Scrooge pinçait très bien de la harpe. Entre autres morceaux, elle joua un simple petit air, un rien que vous auriez pu apprendre à siffler en 2 minutes. Justement l'air favori de la jeune fille qui allait autrefois chercher Scrooge à sa pension, comme le fantôme de Noël passé le lui avait rappelé. À ces sons bien connus, tout ce que le spectre lui avait montré alors se présenta de nouveau à son souvenir. De plus en plus attendri, il songea que, s'il avait pu entendre souvent cet air depuis de longues années, il aurait sans doute cultivé de ses propres mains, pour son bonheur, les douces affections de la vie, ce qui valait mieux que d'aiguiser la bêche impatiente du fossoyeur qui avait enseveli Jacob Marley. Mais la soirée ne fut pas consacrée tout entière à la musique. Au bout de quelques instants, on joua aux gages touchés, car il faut bien redevenir enfant quelquefois, surtout à Noël, un jour de fête fondé par un dieu enfant. Attention, voilà qu'on commence d'abord par une partie de Colin-Maillard. Oh, le tricheur de Topper, il fait semblant de ne pas voir son bandeau. Mais n'ayez pas peur, il n'a pas ses yeux dans sa poche. Je suis sûre qu'il s'est entendu avec le neveu de Scrooge et que l'esprit de Noël présent ne s'y est pas laissé prendre. La manière dont le soi-disant aveugle poursuivit la petite sœur rondelette au fichu de dentelle est une véritable insulte à la crédulité de la nature humaine. Qu'elle renverse le garde-feu, qu'elle roule par-dessus les chaises, qu'elle aille se cogner contre le piano ou bien qu'elle s'étouffe dans les rideaux, partout où elle va, il y va. Il sait toujours reconnaître où est la petite sœur rondelette. Il ne veut pas attraper personne d'autre, et vous avez beau le heurter en courant, comme tant d'autres l'ont fait exprès. Il fera bien semblant de chercher à vous saisir, avec une maladresse qui fait injure à votre intelligence, mais à l'instant, il ira se jeter de côté dans la direction de la petite sœur rondelette. Ce n'est pas de franc jeu, dit-elle souvent en fuyant, et elle a raison, mais lorsqu'il l'attrape à sa fin, quand, en dépit de ses mouvements rapides pour lui échapper et de tous les frémissements de sa robe de soie froissée à chaque meuble, il est parvenu à l'acculer dans un coin d'où elle ne peut plus sortir, sa conduite alors devient vraiment abominable. Car sous prétexte qu'il ne sait pas qui c'est, il faut qu'il touche à sa coiffure. Sous prétexte de s'assurer de son identité, il se permet de toucher certaines bagues qu'elle porte au doigt, de manier certaines chaînes passées autour de son cou. Le vilain monstre, aussi nul doute qu'elle ne lui en dise à sa façon de penser, maintenant que le mouchoir ayant passé sous les yeux d'une autre personne, ils ont ensemble un entretien si confidentiel derrière les rideaux, dans l'embrasure de la fenêtre. La nièce de Scrooge n'était pas de la partie de Colin-Maillard. Elle était demeurée dans un petit coin de la salle, assise à son aise sur un fauteuil avec un tabouret sous les pieds. Le fantôme et Scrooge se tenaient debout derrière elle, mais par exemple, elle prenait part aux gages touchés et fut particulièrement admirable. Ah, comment l'aimez-vous ?
avec toutes les lettres de l'alphabet. De même au jeu du où, quand et comment. Elle était fort habile, et à la joie secrète du neveu de Scrooge, elle battait à plate couture toutes ses sœurs, quoiqu'elles ne fussent pas sottes non plus. Demandez plutôt à Topper. Il se trouvait bien là environ une vingtaine d'invités, tant jeunes que vieux, mais tout le monde jouait jusqu'à Scrooge lui-même, qui, oubliant tout à fait, tant il s'intéressait à cette scène qu'on ne pouvait entendre sa voix, criait tout haut les mots qu'on donnait à deviner. Et il rencontrait juste fort souvent, je dois l'avouer. Car l'aiguille la plus pointue, la meilleure Whitechapel, garantie pour ne pas couper le fil, n'est pas plus fine ni plus liée que l'esprit de Scrooge, avec l'air bonnet qu'il se donnait exprès pour attraper le monde. Le spectre prenait plaisir à le voir dans ses dispositions, et il le regardait d'un air si rempli de bienveillance que Scrooge lui demanda en grâce, comme l'eût fait un enfant, de rester jusqu'après le départ des conviés. Mais pour ce qui est de cela, l'esprit lui dit que c'était une chose impossible. « Voici un nouveau jeu, dit Scrooge. Une demi-heure, esprit, seulement une demi-heure. » C'était le jeu appelé Oui et Non. Le neveu de Scrooge devait penser à quelque chose et les autres cherchaient à deviner ce à quoi il pensait. Il ne répondait à toutes leurs questions que par oui et par non, suivant le cas. Le feu roulant d'interrogations auquel il se vit exposé lui arracha successivement une foule d'aveux. Qu'il pensait un animal, que c'était un animal vivant, un animal désagréable, un animal sauvage, un animal qui grondait, grognait quelquefois, qui d'autres fois parlait, qui habitait l'ombre, qui se promenait dans les rues, qu'on ne montrait pas pour de l'argent, qui n'était même pas en laisse, qui n'était mené en laisse par personne, qui ne vivait pas dans une ménagerie, qu'on ne tuait jamais à l'abattoir, et qui n'était ni un cheval, ni un âne, ni une vache, ni un taureau, ni un tigre, ni un chien, ni un cochon, ni un chat, ni un ours. À chaque nouvelle question qui lui était adressée, ce gueux de neveu partait d'un nouvel éclat de rire, et il ne prenait de telles envies qu'il était obligé de se lever du sofa pour trépigner sur le parquet. À la fin, la sœur Rondelette, prise à son tour d'un fou rire, s'écria « Je l'ai trouvé, je le tiens, Fred, je sais ce que c'est. » « Qu'est-ce donc ?» demanda Fred. « C'est votre oncle Scrooge !» C'était cela même. L'admiration fut le sentiment général, quoique quelques personnes fissent remarquer que la réponse à cette question « Est-ce un ours ?» aurait dû être oui. D'autant qu'il avait suffi, dans ce cas, d'une réponse négative pour détourner leur pensée de M. Scrooge, et en supposant qu'elle se fût portée sur lui d'abord. « Eh bien, il a singulièrement contribué à nous divertir, dit Fred, et nous serions de véritables ingrats si nous ne buvions pas à sa santé. Voici justement que nous tenons à la main chacun un verre de punch au vin. Ainsi donc, à l'oncle Scrooge. »« Soit, à l'oncle Scrooge, s'écrièrent-ils tous. Un joyeux Noël et une bonne année au vieillard, n'importe ce qu'il est, dit le neveu de Scrooge. Il n'accepterait pas ce souhait de ma bouche, mais il l'aura néanmoins. À l'oncle Scrooge. » L'oncle Scrooge s'était laissé peu à peu si bien gagner par l'arrêté général. Il se sentait le cœur si léger qu'il aurait fait raison à la compagnie, quoiqu'elle ne s'aperçût pas de sa présence, et prononçait un discours de remerciement que personne n'eût entendu, si le spectre lui en avait donné le temps. Mais la scène entière disparut comme le neveu prononçait la dernière parole de son toast. Et déjà, Scrooge et l'esprit avaient repris le cours de leur voyage. Ils virent beaucoup de pays, allèrent fort loin et visitèrent un grand nombre de demeures, et toujours avec d'heureux résultats pour ceux que Noël approchait. L'esprit se tenait auprès du lit des malades, et il oubliait leurs mots sur la terre étrangère, et l'exilé se croyait pour un moment transporté au sein de la patrie. Il visitait une âme en lutte avec le sort, et aussitôt elle s'ouvrait à des sentiments de résignation et à l'espoir d'un meilleur avenir. Il abordait les pauvres, et aussitôt il se croyait riche. Dans les maisons de charité, les hôpitaux, les prisons, dans tous ces refuges de la misère où l'homme vain et orgueilleux n'avait pu abuser de sa petite autorité si passagère pour en interdire l'entrée et embarrer la porte à l'esprit, il laissait sa bénédiction et enseigna à Scrooge ses préceptes charitables. Ce fut là une longue nuit. Si toutes ces choses s'accomplirent seulement en une nuit, mais Scrooge en douta parce qu'il lui semblait que plusieurs fêtes de Noël avaient été condensées dans l'espace de temps qu'ils passèrent ensemble. Une chose étrange aussi, c'est que, tandis que Scrooge n'éprouvait aucune modification dans sa forme extérieure, le fantôme devenait plus vieux, visiblement plus vieux.
Scrooge avait remarqué ce changement, mais il n'en dit pas mot, jusqu'à ce que, au sortir d'un lieu où une réunion d'enfants célébrait les rois, jetant les yeux sur l'esprit quand ils furent seuls, il s'aperçut que ses cheveux avaient blanchi. La vie des esprits est-elle donc si courte? Ma vie sur ce globe est très courte en effet. Elle finit cette nuit. Cette nuit, s'écria Scrooge. Ce soir, à minuit. Écoutez, l'heure approche. En ce moment, l'horloge sonnait les 3/4 de 11 heures. Pardonnez-moi l'indiscrétion de ma demande, demanda Scrooge, qui regardait attentivement la robe de l'esprit, mais je vois quelque chose d'étrange, et qui ne vous appartient pas, sortir de dessous votre robe. Est-ce un pied ou une griffe? Ce pourrait être une griffe, à en juger par la chair qui est au-dessus, répondit l'esprit avec tristesse. Regardez. Des plis de sa robe, il dégagea 2 enfants, 2 créatures misérables, abjectes, effrayantes, hideuses, repoussantes, qui s'agenouillèrent à ses pieds et se cramponnèrent à son vêtement. « Oh, regarde à tes pieds !» s'écria le fantôme. C'était un garçon et une fille, jaunes, maigres, couverts de haillons, au visage renfrogné, féroces, quoique rampant dans leur abjection. Une jeunesse gracieuse aurait dû remplir leurs joues et répandre sur leur teint ses plus fraîches couleurs. Au lieu de cela, une main flétrie et desséchée, comme celle du temps, les avait ridés, amaigris, décolorés. Ces traits où les anges auraient dû trôner, les démons s'y cachaient plutôt, pour lancer de là des regards menaçants. Nul changement, nulle dégradation, nulle décomposition de l'espèce humaine, à aucun degré, dans tous les mystères les plus merveilleux de la création, ont produit des monstres à beaucoup près aussi horribles et aussi effrayants. Scrooge recula, pâle de terreur, ne voulant pas blesser l'esprit. Leur père peut-être. Il essaya de dire que c'était de beaux enfants, mais les mots s'arrêtèrent de même dans sa gorge, pour ne pas rendre complice d'un mensonge si énorme. « Esprit, est-ce que ce sont vos enfants ?» Scrooge n'en put dire davantage. « Ce sont les enfants des hommes, » dit l'esprit, laissant tomber sur eux un regard. « Et ils s'attachent à moi pour me porter plainte contre leur père. Celui-là est l'ignorance, celui-ci est la misère. Gardez-vous de l'un et de l'autre, et de toute leur descendance, mais surtout du premier, car sur son front je vois écrit « Condamnation ». « Hâte-toi, Babylone, dit-il en étendant sa main vers la cité. Hâte-toi d'effacer ce mot qui te condamne plus que lui, toi à ta ruine comme lui au malheur. Ose dire que tu n'en es pas coupable. Calomnie même ceux qui t'accusent. Cela peut servir au succès de tes desseins abominables. Mais gare à la fin. N'ont-ils donc aucun refuge, aucune ressource ?» s'écria Scrooge. « N'y a-t-il pas des prisons ?» dit l'esprit, lui renvoyant avec ironie pour la dernière fois ses propres paroles. « N'y a-t-il pas des maisons de force ?» L'horloge sonnait minuit. Scrooge chercha du regard le spectre et ne le vit plus. Quand le dernier son cessa de vibrer, il se rappela la prédiction du vieux Jacob Marley, et, devant les yeux, il aperçut un fantôme à l'aspect solennel, drapé dans une robe à capuchon, et qui venait à lui, glissant sur terre, comme une vapeur.